Bonjour, c'est PN Théorie. Alors, je reviens vers vous pour la remise en ligne de la vidéo qui s'appelait à l'origine Gaslighting, qui explique justement le processus de gaslight, c'est-à-dire du décervelage, qui permet de comprendre justement le processus d'inversion des situations, de retournement de situation, qui permet de comprendre comment ça se fait qu'on arrive à en croire, à se croire coupable, en fait, de situation, responsable. Comment est-ce que ce retournement de situation, à la fois dans notre psychisme et par rapport au niveau juridique, par exemple, ou de l'entourage, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'il en arrive à ça? Généralement, c'était assez confus, on n'avait pas d'explication réelle et les victimes n'arrivent pas à s'exprimer sur le sujet parce que elles sont trop dans la confusion, ce qui est provoqué d'ailleurs par la manipulation et par l'emprise. Et donc oui, on a beaucoup de mal à en parler, donc effectivement, on n'arrivait jamais à comprendre et évidemment, si on n'arrive pas à comprendre, on ne peut pas l'expliquer à d'autres. Et là, effectivement, vous allez certainement pouvoir souffler et comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt pour une prochaine. Cette vidéo va traiter du gaslighting ou gaslight. Qu'est-ce que c'est que le gaslighting? C'est un processus qui veut dire éclairage au gaz en anglais. Donc ça nous vient d'un film qui est sorti dans les années 40. Vous pouvez aller voir sur internet ce que c'est que ce film qui retrace l'histoire d'une femme qui justement s'est fait complètement manipuler. Alors on peut traduire aussi ce phénomène par, enfin c'est une sorte de lavage de cerveau, en gros, si vous voulez savoir en gros. On pourrait dire aussi retournement du cerveau si on voulait imaginer les choses. Donc en tout cas, ce mot nous permet de mettre un mot sur une certaine forme d'abus mental qui est extrêmement difficile à décrire. Et c'est vrai que souvent les victimes, vous qui écoutez cette vidéo, peut-être avez-vous été victime, très certainement, en tout cas si vous êtes victime de harcèlement ou de ce qu'on appelle, si vous vous intéressez au phénomène des pervers narcissiques, vous allez vous retrouver certainement dans ce processus. Donc cette vidéo a pour but de vous expliquer le processus afin que vous puissiez l'identifier, que ce soit parce que ça vous est arrivé, ou l'identifier à l'avenir. Et puis savoir exactement, une fois qu'on connaît, qu'on peut l'identifier, on sait comment on va pouvoir solutionner les choses, comment on va pouvoir y remédier. On ne va plus être dupe. Et c'est la première étape pour s'en sortir. Alors pourquoi c'est difficile à décrire? Parce que quand ça nous arrive, on a du mal à identifier tous les petits détails qui ont fait que on s'est mis à avoir une certaine perception des choses qui ont orienté notre façon de penser jusqu'à nous faire croire que la cause de tout ça, c'était nous. C'est-à-dire qu'on était trop ceci, trop cela, ou qu'on était complètement dingue à avoir des choses qui n'existaient pas. En gros, le gaslight ou gaslighting, le détournement cognitif ou lavage de cerveau, cette forme d'abus mental, c'est une manière de manipuler à la fois notre mental, donc notre façon de comprendre, afin qu'on comprenne plus rien du tout, qu'on devienne un peu fou, un peu folle, on doute de notre façon de comprendre, de notre intelligence, de notre raisonnement. On en vient à ça. Donc c'est sur le plan mental, sur le plan cognitif. On doute aussi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que ce processus arrive à nous faire, à manipuler nos émotions, nos croyances aussi, et notre perception des choses, y compris les choses vraiment matérielles, concrètes. Alors comment ça se passe? C'est ce que je vais vous expliquer. Et ce concept d'abus mental, d'abord je voudrais dire qu'il permet de cadrer les choses, enfin. Enfin, on a un concept qui permet de cadrer les choses parce que si on admet qu'il puisse y avoir un abus mental, on admet que la manipulation est donc abusive.
Parce qu'effectivement, il y a toujours une petite ambiguïté où on vous dit, c'est un peu comme l'histoire du stress. On vous dit non, mais il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Et il faut gérer. Voilà, c'est à vous de gérer. Ben, c'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. Il y a le bon et le mauvais, c'est à vous de gérer. D'accord? Bon, ben là, c'est pareil. On vous dit, il y a la bonne manipulation, ou alors celle qu'on fait un peu tous les jours, et puis qui ne paraît pas à conséquence, et puis il y a la manipulation mentale. Oui, mais comment on fait la différence? Et puis, ceux qui sont de vrais abuseurs et les pervers ont intérêt à ce que vous confondiez tout, à ce que vous soyez tout le temps dans la confusion, que vous ne compreniez pas les différences, que vous ne sachiez pas discerner. Ils ont tout intérêt à vous dire non, mais écoutez, vous aussi vous manipulez un petit peu, hein. Tout le monde manipule. Donc qui manipule qui? Donc voilà. Donc c'est ainsi qu'on arrive à faire en sorte de, de faire douter la population, y compris les personnes qui n'ont jamais été abusées, qui sont simplement témoins et qui se posent des questions, qui se disent oui mais finalement, qui est le vrai abuseur alors du coup? On ne sait plus. Et finalement à faire que les victimes soient survictimisées par ce discours-là, ou par ce discours de la perversion, ça n'existe pas, c'est dans vos têtes. Les pervers narcissiques n'existent pas. Tout ce qu'il existe, c'est des personnes qui font tout pour provoquer, euh, pour faire en sorte qu'elles se fassent abuser, pour pouvoir après aller se plaindre. Ce sont elles les vraies perverses. Ces personnes-là, qu'elles soient hommes ou femmes, bien sûr. Je dis perverse parce que je parle de personnes. Ou alors, ce que j'ai entendu aussi, les pervers n'existent pas parce que, en fait, il n'y a que ceux qui se disent victimes, ceux qui se disent victimes de perversion narcissique, en fait, ce sont tout simplement des dépendants affectifs. Alors, arrêtez, vous, les dépendants affectifs. Nous sommes des personnes normales, donc ça, ce sont les pervers qui disent ça généralement. Nous sommes des personnes tout à fait, je veux dire, il n'y a rien de mal dans notre comportement. Euh, on se défend. Mais vous, vous êtes là à nous agripper avec votre dépendance affective, alors que je l'expliquerai dans une vidéo spéciale, mais il me faut le temps pour la terminer, pour bien expliquer les choses. Alors que justement, ce sont généralement des pervers qui ont ce discours, parce que ce discours est totalement pervers en lui-même. Ce discours utilise la technique de l'inversion pour vous faire croire, et du gaslighting aussi, du détournement cognitif, pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes, pour faire prendre les victimes pour les abuseurs, et les abuseurs et les pervers pour des victimes. Voilà, donc on est dans une inversion cognitive pour vous faire croire les choses, en abusant, en manipulant vos émotions, votre croyance, votre perception, et en abusant votre mental, votre façon de raisonner. Donc en fait c'est une théorisation, on pourrait dire, de la perversion dont je parlerai dans une autre vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que le gaslighting, qui s'appelle aussi décervelage en français, qu'on peut aussi traduire par détournement cognitif, pardon, dont le concept, je veux dire, décrit, si on s'occupe des processus mentaux à l'œuvre, d'un détournement cognitif, et si vous voulez, dans le langage commun, on pourrait dire lavage de cerveau. Donc, c'est un processus mental manipulatoire qui abolit progressivement les critères de jugement d'une personne. Donc, d'une personne qui va être évidemment victime. Alors, comment ça se passe? L'information est déformée. Ou alors, elle est présentée sous un autre angle. Ou alors, elle est omise, c'est-à-dire qu'on oublie de dire certaines choses. Ou alors, elle est sélectionnée. Il y a certaines choses qui vont être mises en avant, d'autres non. Ou alors, elle est faussée. Donc tout cela dans le but de faire douter l'autre de sa propre perception des choses, de sa mémoire, de sa propre compréhension, et en fait le faire douter de sa santé mentale. Afin que la victime se dise mais je suis dingue ou quoi, mais c'est pas possible, je deviens fou, je deviens folle. Alors comment les critères de jugement d'une personne peuvent-ils à ce point être orientés? Comment ça se passe? Alors je vais décrire le processus. La première étape, c'est le doute.
le doute est introduit dans la perception de la réalité et puis dans le souvenir, c'est-à-dire que le manipulateur pervers fait douter l'autre de ce qu'il perçoit par ses sens physiques. T'as mal vu, t'as mal entendu, j'ai jamais dit ça, ou alors t'as mal compris, ou alors non, je dis pas ça. Je le sais, j'étais là. Donc en fait, c'est la parole de l'un contre l'autre. Et une personne empathique, elle prend automatiquement en compte toute remarque qui pourrait remettre en question sa perception des choses, sa compréhension, etc. Surtout si elle a quelqu'un en face d'elle, donc je parle de la personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui est sûr de lui. Et en plus, s'il fait approuver l'entourage en disant « Ah oui, oui, c'est sûr, non, c'est toi qui as mal compris ». Ou alors si l'entourage reste dubitatif, c'est-à-dire ne prend pas parti. Alors là, le doute est introduit chez l'autre, en fait, dans son mental. Parce que ça ne ferme pas la porte à tout ce qu'a pu dire cette fameuse personne qui est le manipulateur pervers. Donc le doute s'introduit dans le psychisme de toutes les personnes qui sont empathiques, généralement parce qu'elles sont altruistes, parce qu'elles sont capables de se remettre en question et qu'elles prennent toujours en compte les dires de l'autre. Et puis aussi, pour une autre raison, parce qu'elle a besoin de comprendre les choses. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc le manipulateur pervers présente une autre version de ce que l'empathique a perçu. Cette version, elle est contraire à ce que cette personne, cet homme ou cette femme empathique a compris. C'est pourquoi comprendre devient alors pour celui qui a besoin d'un ancrage dans le sens, et Dieu sait si c'est le cas pour les personnes empathes, si important. Tu te dis, mais enfin je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit quoi? Et c'est ce besoin de comprendre, en fait le besoin de confronter ces dires, les dires du manipulateur pervers avec ses propres perceptions à elle, à la victime, qui va faire que elle va se mettre à interroger d'autres personnes pour essayer de comprendre. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en fait. Et au final, la personne empathique finit par croire le manipulateur pervers. Pourquoi? Par la simple raison qu'elle ne voit pas pourquoi elle aurait menti. En fait, les personnes empathiques ne comprennent pas l'intérêt de faire du mal, de tromper pour le plaisir. La chose qui leur vient à l'idée, c'est « je ne vois pas pourquoi l'autre mentirait, voudrait faire du mal, voudrait tromper pour le plaisir, sans mobile évident. » Alors que les pervers, évidemment, agissent comme ça. Ils savent très bien que la perversion existe, puisque c'est ce qu'ils font, et ils savent très bien qu'on peut agir sans mobile. Les personnes empathes ont une croyance dans l'humanité de l'être humain. Et si enfin ces personnes empathes parviennent à admettre la malveillance de quelqu'un, elles n'arrivent toujours pas à comprendre le pourquoi de la perversion et du mal. Et c'est cette non-compréhension en fait qui pousse les personnes empathes et qui deviennent donc ensuite victimes, qui sont abusées en fait, qui les pousse à trouver plausible ce que l'autre lui dit et donc à douter de ses propres perceptions. Alors surtout qu'en plus, le pervers narcissique, lui, n'a aucun doute. En tout cas, il se présente comme tel. Pour lui, il n'y a que lui qui est dans le vrai, et l'autre, l'empathique, qui est sa proie préférée généralement, se trompe forcément. Donc toutes ces certitudes impressionnent la personne empathique. C'est la deuxième raison pour laquelle elle préfère se conformer à la perception de celui qu'elle ne sait peut-être pas être un manipulateur pervers. Or justement, comme elle le fait sans être convaincue vraiment, et en se demandant si elle se fait avoir ou non, parce qu'il y a quand même un doute, vous voyez, elle est en colère, il y a une colère quand même sous-jacente contre son impuissance à lui répondre. Et c'est cette colère, en fait, qui va faire que c'est un premier pas vers la dévalorisation de soi. C'est-à-dire que la victime commence à se trouver faible, à ne plus se faire confiance,
à ne plus faire confiance à ses sens physiques, c'est-à-dire à ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a touché, ce qu'elle a compris, et à ses ressentis. Elle se dit, bon, j'ai senti ça, mais bon, je dois me tromper. Petit à petit, en fait, parce que c'est répété. Et sous diverses formes, à divers moments, et souvent quand la personne est assez faible, ou alors à des moments, comme j'ai expliqué, où elle est surprise, où elle a d'autres choses à penser, et tout cela fait effraction dans son mental, alors qu'elle est en train de faire autre chose, donc elle se dit oui, bon, peut-être, oui, bon, et puis elle continue son travail, ce qu'elle est en train de faire, ou la conversation, etc. C'est souvent introduit à des moments où justement elle est affaiblie par des petites failles. Donc le doute concernant la mémoire, c'est aussi un autre levier qui est utilisé dans la manipulation perverse. Tu perds la mémoire. Donc le manipulateur pervers accuse l'autre de perdre la mémoire pour justifier qu'il n'aurait jamais dit telle chose, ou bien au contraire, qu'il avait bien demandé telle chose, mais que c'est vous, que c'est donc l'autre, qui a oublié. Et du coup, elle ne sait plus, vous ne savez plus si vous devez vous en tenir à ce dont vous vous rappelez, ou bien si vous devez croire celui qui vous dit que les choses se sont passées autrement. À force, vous ne savez plus en gros ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé ou pas, tellement l'autre, c'est-à-dire souvent le manipulateur pervers, vous aura lavé le cerveau. Vous pouvez même avoir de faux souvenirs et penser réellement avoir fait ou dit telle chose dans un certain contexte de confusion, tellement que en fait votre esprit est complètement embrouillé, surtout si le manipulateur embrouille à la fois tout ce qui est de l'ordre du mental avec des émotions de manière répétée, en vous disant mais t'es fou, mais t'as pas compris, non mais t'as un problème, etc. Donc vous voyez, il y a des émotions, c'est-à-dire que vous êtes pris pour un imbécile, pour une imbécile, et donc en fait tout ça c'est embrouillé, et finalement vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc ça c'est la première chose, c'est l'introduction du doute. Deuxièmement, l'attaque de l'identité de l'autre, c'est-à-dire l'attaque de votre identité, de ce que vous êtes en tant que personne. Comment ça se passe? Grâce à la brèche du doute, qui est instillée en fait par petites touches, répétées, la confiance en soi de l'autre est sérieusement ébranlée. Surtout si l'entourage est fasciné par ce manipulateur pervers et qu'il prend la proie, c'est-à-dire qu'il vous prend, vous ou quelqu'un d'autre dont vous êtes témoin, comme un bouc émissaire qui disqualifie l'autre, voire que cette personne ou vous-même vous disqualifiez vous-même. Par le biais de cette brèche, laissant ouverte la porte d'accès au psychisme de l'autre, parce que par cette brèche, c'est le psychisme qui est ouvert, qui est exposé. En fait, le manipulateur pervers instille cette fois, une fois que tout ça est bien ouvert, que le doute est bien instillé, une certitude. Quelle certitude? Celle de votre insuffisance. C'est-à-dire que sur une base où tout est remis en question, ou alors tout peut l'être, il peut alors, le pervers peut définir lui-même sa proie, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il va vous définir. Parce qu'il a instillé dans votre esprit le doute, qu'il va réussir à vous définir. Par le prisme de quoi? C'est-à-dire il ne va pas vous définir comme quelqu'un de magnifique, de merveilleux. Il peut le faire et puis tout à coup vous descendre. Mais ça va être surtout le prisme de la dévalorisation, de l'incapacité, de la dysfonction. Mais c'est pas normal ce qui t'arrive. Mais il y a un problème, mais tu as réfléchi à est-ce que tu as consulté, des choses comme ça, vous voyez, un petit peu. Ou alors de l'anormalité, de la pathologie. Bref, la proie, devenue victime, à force de se voir traitée comme une incapable, comme un incapable, comme un imbécile, comme une imbécile, comme anormal, comme fou, comme folle, finira par croire qu'elle est incapable. Donc vous allez finir par croire que vous êtes incapable
fou, imbécile, etc. Et vous allez douter de votre santé mentale. C'est alors que tout de votre identité est alors attaqué. Vos qualités sont revisitées, interprétées comme des défauts. La référence étant le manipulateur pervers. La référence, c'est lui qui sait. Comme s'il était omniscient et qu'il savait mieux que quiconque ce qui est le mieux, la vérité, la référence en gros. Et ça va être des « mais tu es trop sensible, mais tu t'emportes trop vite, mais tu prends tout à cœur ». L'accusation d'une perte fonctionnelle, en tout premier lieu, c'est la mémoire, liée au mépris exprimé par des non-dits, par un langage non verbal, c'est-à-dire des expressions faciales, lever les yeux au ciel, faire un signe de mépris, des signes d'agacement. En fait, ça met la proie sous tension. Et le manipulateur pervers manipule ainsi vos perceptions, les perceptions de l'autre, ses pensées. Il les paralyse même et il oriente tout cela pour que vous adoptiez son raisonnement. C'est ainsi qu'après avoir semé le doute, après avoir eu accès à votre psychisme, vous avoir fait croire qu'en fait vous avoir fait douter de vous-même, vous avoir fait croire que vous étiez insuffisant, insuffisante, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, il va faire tout pour que vous intériorisez sa propre pensée, la manière dont il vous aura défini. C'est-à-dire que vous pensez que tout est de votre faute, que vous vous disqualifiez vous-même, que vous pensez que décidément vous êtes trop sensible, vous avez un problème, vous êtes peut-être dépendant ou dépendante affective, etc. Vous allez vous culpabiliser. En fait, il manipule vos émotions et en maniant les leviers de la peur, de la culpabilisation, vous avez peut-être peur de tomber malade ou de devenir dingue. Tout ça est confus dans un contexte où, parce que ce sont des moments où vous êtes fatigué, etc., vous allez vous disqualifier vous-même. Dans le langage courant, vous allez dire « ah oui, je suis bête, n'importe quoi, mais je suis nulle, moi, etc. » Ça n'a l'air de rien, mais à chaque fois que vous répétez ces phrases, même si ça vous semble anodin dans le langage courant, en fait, vous savez très bien que vous confirmez cette idée dans votre psychisme que vous l'êtes, que vous êtes insuffisant, que vous êtes bête, que vous êtes nul, etc. Que vous êtes nul, etc. Homme ou femme, bien sûr. Finalement, vous allez en venir à réellement perdre la mémoire. Effectivement, réellement. Ou à perdre les pédales, ou à péter un plomb. Oui, vous allez y arriver. Certainement, du fait que le manipulateur pervers fait tout pour que ce soit le cas. Il s'agit donc bien de la conséquence d'un acte malveillant, du fait que c'est parce que on a provoqué cela chez vous. En vous faisant douter, en jouant avec vos émotions, en jouant sur le levier de la peur. Il ne s'agit pas de la cause, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous êtes insuffisant, etc., que vous êtes victime, mais c'est parce que vous avez été victime qu'il a manipulé, il ou elle, ça peut être un homme ou une femme perverse, bien sûr, qui aura utilisé tous ces actes malveillants, qui sont des actes purement pervers, parce qu'ils sont faits par volonté de faire du mal à l'autre. On voit bien ici qu'il y a le choix de faire du mal, puisqu'il y a une stratégie qui est menée à son terme en jouant sur les émotions. Et là, il essaie de vous faire croire, et il va essayer de vous manipuler tout le monde autour, y compris le corps médical, pour faire croire que c'est parce que, par exemple, si vous en arrivez à déprimer, à faire une dépression, c'est parce que vous êtes déprimé ou en dépression que vous pensez qu'effectivement l'autre est un pervers ou qu'il vous arrive telle et telle chose, et non pas parce que vous avez été agressé, alors qu'en fait c'est parce que vous avez été agressé de manière perverse que vous en venez à devenir effectivement, par exemple, à faire une dépression. Ainsi tout est inversé. La conséquence de cette provocation devient dans votre esprit, dans l'esprit des gens alentours, la cause.
c'est donc que vous êtes coupable. Et c'est comme ça que vous allez voir les choses. Donc en fait, vous voyez comment le manipulateur pervers embrouille littéralement l'esprit de l'autre, votre esprit, l'esprit de sa proie, et qu'en fait, vous ne savez plus où est la réalité. Alors, ensuite, je vais parler de la pédagogie noire, c'est pour ton bien, qui est le troisième point. Alors, ce troisième point, je l'ai intitulé à la pédagogie noire, c'est pour ton bien. Donc, connaissez certainement cette fameuse, ce concept de pédagogie noire, qui est celui de l'allégation au bien de l'autre. Je fais ça pour ton bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le manipulateur pervers, par ce biais du fameux détournement cognitif, après vous avoir fait douter de vous-même et à faire en sorte que vous soyez pratiquement persuadé ou que vous doutiez fortement et qu'au fond de vous-même vous soyez persuadé d'être la cause de tout ce qui se passe, que c'est vous qui êtes insuffisant ou insuffisante, c'est vous qui avez un problème en gros, d'accord? Eh bien, il s'agit d'une autre partie particulièrement perverse qui consiste, après avoir provoqué cette insuffisance donc, ou l'inventer, ou vous avoir persuadé que vous étiez insuffisant, que vous aviez un problème, sous-entendu mental, eh bien, à vous proposer une aide ou un soutien. En gros, je suis le docteur, viens là, je vais pouvoir t'aider, mon pauvre, ma pauvre. C'est par exemple le manipulateur pervers qui veut se faire le psy de sa victime. Raconte-moi, je vais tout interpréter, je te guide, je connais moi, je sais ce qui se passe. Je peux t'aider, je vois à quel point tu es mal. C'est aussi le cas d'un manipulateur pervers qui aura créé de toutes pièces une situation où la victime sera devenue le ou la bouc émissaire, par exemple, d'un service dans le travail et qui lui proposera sa protection, vous voyez, après avoir été en fait le bourreau. Mais comme l'autre, vous peut-être, ou la bouc émissaire, ou le bouc émissaire, n'identifiera pas le pervers narcissique comme étant à la source de cette agression, elle va au contraire l'identifier comme quelqu'un qui lui en vient en aide, parce que c'est ce qu'il va lui dire. Alors ça peut être le cas de cette personne qui va lui proposer sa protection, ou alors par exemple d'un homme violent ou d'une femme violente qui aura réussi à faire croire à son conjoint ou sa conjointe qu'il est violent ou qu'elle est violente à cause d'elle. D'accord? Et qui fera courir le bruit que son conjoint, sa conjointe, est psychologiquement fragile, voire fou, voire folle. D'accord? Donc si on examine le processus du départ, on voit que le décervelage, ou gaslighting, il a consisté à plusieurs choses sur plusieurs plans. Sur le plan de l'événement lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? À retourner la situation. L'agresseur devient victime, ou se fait passer pour victime, et la proie se sent coupable. Donc il a provoqué un retournement de cerveau d'une personne, souvent empathique, afin qu'elle se sente coupable et responsable de la situation. Le fait de perdre la mémoire, par exemple, soi-disant, ou d'être devenu bouc émissaire, ou encore d'être battu. Sur le plan psychique, le gaslight ou décervelage a provoqué une destruction, une altération très forte du psychisme d'une personne. C'est-à-dire que l'organisation psychique, la cohérence, l'originalité de la personne, ses qualités, tout ce qu'elle est, va être fortement altéré. Elle ne saura plus qui elle est. Il y a un problème dans l'identité. On ne sait plus quand on est victime à ce point-là, on ne sait plus rien. On ne sait plus comment les choses s'organisent, on ne sait plus qui on est exactement. Ça peut aller jusqu'à ce point-là quand c'est fortement, quand c'est répété et puis qu'on ne peut pas prendre les choses à temps. Évidemment, ça va provoquer un épisode dépressif, voire un suicide. Donc la victime a généralement honte de ce qu'elle est. Elle se sent coupable de tout ce qui va mal.
elle vit dans l'hypervigilance, n'a plus de spontanéité, elle est toujours hypervigilance, c'est-à-dire qu'elle a tout le temps peur de ce qui va se passer, elle peut sursauter au moindre bruit, on est dans le stress post-traumatique. La joie a disparu, ou alors la joie se vit de manière coupable, comme si elle n'était pas méritée. On se pense une mauvaise personne. On en arrive à cette croyance qu'on est une mauvaise personne, surtout si ça rebondit, si ça fait écho, si ça fait résonance avec des traumatismes qui ont été subis durant l'enfance ou à d'autres moments. Donc ça, c'est sur le plan psychique. Donc il y avait le plan de l'événement, le plan psychique. Sur le plan relationnel, le gaslighting ou décervelage a permis d'instaurer un phénomène d'emprise ou de dépendance affective à l'autre. Voyez bien que c'est une provocation, que c'est une conséquence, cette dépendance affective, que peut-être qu'il y avait une dépendance au départ, mais ça je le redirai dans une vidéo sur les fameuses dépendances affectives et ce fameux la perversion n'existe pas, les victimes sont en fait, soi-disant victimes, ce sont des dépendants affectifs. En réalité, les pervers sont de grands dépendants, mais pas affectifs, il n'y a pas d'affection chez eux. Ce sont des dépendants sexuels, des dépendants, dépendants au conflit, dépendants à l'autre, à la présence de l'autre, à avoir toujours un bouc émissaire sous la main. Donc ils sont aussi dépendants que vous, c'est une interdépendance qui se joue. Mais d'un côté, vous cherchez l'affection, vous cherchez l'amour. De l'autre côté, eux, ils cherchent à vous dominer. Donc c'est une dépendance à ces rapports de domination. Et à l'autre, voilà, une dépendance à la violence, une dépendance à tout ça. Donc c'est complètement différent, cette dépendance. Et elle est mise sur le même plan. Et par les gens qui ne vont pas aller chercher midi à 14h, qui vont pas trop comprendre ce qui se passe, ou qui ne veulent pas trop savoir parce que ça leur fait peur, eh bien ils vont se dire, oui, bon, les victimes sont dépendantes aussi. Et voilà ce qui fait qu'en fait, ce phénomène est complètement nié, est complètement galvaudé, est complètement écrasé même. Alors veuillez m'excuser pour le bruit, il pleut beaucoup, et comme je suis sous les toits, eh bien, ça fait pas mal de bruit. Donc sur le plan relationnel, je disais, ça contribue à instaurer un phénomène d'emprise, de dépendance affective à l'autre, qui ne se vit plus sur un mode égalitaire, mais sur une recherche de protection, voire de soumission par peur des relations. Alors, je vais m'expliquer. La victime, c'est-à-dire vous peut-être, en vient à avoir peur des autres. C'est une conséquence, je le rappelle. Son système de fonctionnement face aux autres est alors déformé. C'est-à-dire que c'est une personne, après qu'elle a été agressée, mais qu'elle n'est pas compris ce qui s'est passé, qu'elle n'est pas identifié non plus l'agresseur comme étant l'agresseur, puisque elle le pensait comme étant quelqu'un qui l'aide, puisque c'est comme ça qu'il s'était présenté. Eh bien, elle va se mettre à avoir peur des autres et à voir les relations que comme des formes de soumission ou alors de recherche de protection. Voilà, elle recherchera dans les relations à être protégée ou alors à se soumettre. Voilà, donc elle est complètement... il y a une altération de l'identité et du mode de relation aux autres aussi. Alors, donc ce concept de décervelage nous permet de comprendre maintenant comment la perversion narcissique opère avec ce mode opératoire du décervelage qui est un très très bon modèle ou détournement cognitif. Il permet de comprendre comment l'emprise s'infiltre. Mais il n'est pas suffisant. Il existe aussi en complément d'autres formes de manipulation que j'expliquerai, que je vais lister maintenant. Il y en a énormément, mais j'ai essayé de faire des catégories pour vous en expliquer afin que vous puissiez les repérer. Et c'est grâce à toutes ces manipulations des émotions, manipulation de la perception, manipulation cognitive, manipulation aussi des autres autour de la victime afin qu'elle se sente isolée, qu'elle doute d'elle-même, que ce phénomène de gaslight va pouvoir se mettre en place. Donc en fait on comprend avec ce concept de gaslight comment l'emprise s'infiltre. Maintenant on a ce mode opératoire qui peut nous servir de modèle.
Donc on voit comment l'emprise s'infiltre entre les leviers affectifs, émotionnels et cognitifs, par le doute au départ, jusqu'à l'effondrement de soi. Et c'est lorsque l'autre s'effondre, lorsque vous vous effondrez, que la perversion devient alors apparente. C'est-à-dire simuler l'inquiétude, l'aide et le soutien, tout en orientant l'autre vers sa perte et la soumission à son bon vouloir, c'est effectivement d'une extrême perversion. Et c'est lorsque la victime, peut-être vous, ne lui permettez plus aucune jouissance que le pervers narcissique abandonne ou qu'il vous abandonne. Soit parce que vous vous êtes suicidé, vous êtes à un point vraiment d'effondrement de soi, donc en pleine, par exemple, dépression, donc soit parce que vous êtes psychiquement morte, donc que vous ne lui offrez plus aucun jeu, c'est-à-dire que vous n'aurez plus l'énergie de lui résister à ses attaques, à lui ou à elle, hein, qu'il soit homme ou femme, soit parce que vous ne l'admirerez plus assez, que vous n'avez plus d'énergie vitale, parce que évidemment l'agression perverse fait aussi perdre toute l'énergie et toutes ces choses en fait qui vous rendaient intéressante aux yeux du pervers narcissique. Donc en effet, au stade où il propose son aide, vous ou la victime l'admirez encore, vous avez encore besoin de lui, de ce qui lui procurait une satisfaction narcissique et sadique, c'est-à-dire qu'il se disait l'autre a besoin de moi, donc vous étiez encore intéressante en tant qu'homme ou en tant que femme pour lui. Mais une fois qu'il n'y a plus rien, vous êtes au stade de la maladie en fait, hein, parce que vous êtes psychiquement complètement effondré, c'est là que, vous voyez, c'est plus intéressant. Hein. Comme le chat qui a finalement tué la souris, et bien finalement, voilà, il s'arrête. Il va voir ailleurs, en gros. Voilà. Donc cette forme d'abus mental, c'est extrêmement dangereux parce qu'il s'agit d'un contrôle du fonctionnement mental, d'un contrôle psycho-affectif d'une personne, l'abuseur, sur une victime. Donc cette forme d'influence, on voit bien qu'elle va beaucoup plus loin que l'emprise et puis évidemment qu'elle n'a rien à voir avec la simple manipulation quotidienne que l'on peut faire, dont l'enjeu n'est pas si important parce que on ne veut pas, il n'y a pas cette perversion derrière. Voyez? Donc c'est pourquoi les manipulations ne sont pas égales. Pourquoi on essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes quand on vous parle de manipulation en vous disant tout le monde manipule tout le monde? Non, tout ne se vaut pas. Il y a des manipulations qui ont comme enjeu, comme objectif la perversion, c'est-à-dire faire du mal, réduire l'autre, faire en sorte qu'il soit complètement détruit pour prendre son énergie vitale et puis le réduire à néant. Donc il s'agit en fait d'un conditionnement mental, affectif, émotionnel. Les conséquences peuvent aller jusqu'au suicide, donc c'est grave. Ça peut aller sinon jusqu'à la maladie. Et ce qui est grave, c'est que ces abus mentaux sont minimisés dans la vie courante par les personnes qui le voient ou alors ignorés par les instances qui sont censées aider. Comme ils sont difficiles à décrire et que la personne, une fois qu'elle est en pleine dépression par exemple, elle ne va pas savoir décrire ce qui s'est passé, elle ne sait pas comment ça a commencé, où est le début, où est la fin. Et ces processus sont souvent ignorés par les victimes elles-mêmes, qui ne pensent pas qu'elles ont été conditionnées, qui se pensent au contraire responsables de la situation, ou coupables même, de leur propre souffrance. Parce que ça renvoie souvent, il y a eu une faille, ça renvoie souvent à quelque chose qui a été vécu sur un mode traumatique bien avant. En plus d'une insuffisance dans plusieurs domaines, en particulier, elles doutent donc de leur santé mentale. Voilà. Donc voilà comment se passe le gaslighting. Voilà comment est-ce qu'un pervers arrive à vous faire douter de vous-même et à vous faire vous rendre coupable et à inverser les choses, voire à inverser la vie de la société et la vie des gens qui sont témoins de votre entourage sur vous-même. Alors, arrêtez de croire que vous êtes coupable, vous avez tout simplement été victime. On a provoqué tout ce que
tout ce que vous ressentez, toutes les maladies que vous pouvez avoir, enfin tout ce qui est considéré comme maladie, y compris la dépression par exemple, sont des conséquences tout simplement de ce que vous avez subi. Et simplement, ça peut aussi faire écho à des choses, des traumatismes qui se sont passés, parce que généralement, les pervers narcissiques jouent sur un traumatisme qui vous est arrivé auparavant, en vous disant, mon pauvre, ma pauvre, tu as été malade, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, tu as été traumatisé, regarde, je vais t'aider, mais en fait, ils ne veulent pas vous aider, ils veulent au contraire vous achever. Voilà pourquoi ça n'est pas que de la manipulation, voilà pourquoi tout ne se vaut pas. Et par ce concept de gaslight ou de décervelage, on peut comprendre que tout ne se vaut pas et que la perversion est extrêmement grave dans cette société, dans notre société. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Alors avant de vous laisser, de terminer la vidéo, je voulais dire quand même que la dernière phase, qui est celle de où le pervers tente de devenir en fait votre psy, n'existe pas forcément dans tous les cas de figure, mais elle peut exister. Elle est effectivement très destructrice. Après, je voulais nuancer aussi un petit peu parce que je dis effectivement c'est très grave. Alors attention, parce que je vois beaucoup de commentaires où on dit mais ce que vous nous dites, c'est effrayant. C'est effrayant comment fonctionne ce pervers narcissique. C'est effrayant comment fonctionne la perversion. C'est effrayant tous ces moyens de manipulation. Voilà, c'est effrayant. Alors attention, ne pas vouloir jouer à se faire peur, ou même sans jouer, se faire peur. Attention à ça. C'est un phénomène où on peut avoir une certaine contagion émotionnelle, une certaine colère comme ça qui circule. Non, il faut toute proportion garder. C'est vrai que c'est quelque chose d'affreux, d'abject, de complètement de mauvais, de pervers, effectivement. Mais je ne dis pas ça pour vous faire peur. Et il n'y a pas de quoi à être effrayé. Parce que si je le dis, c'est pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, afin de proposer des postures qui sont adéquates pour que, individuellement, on puisse s'en défendre, et puis qu'on soit conscient, qu'on ait une conscience éclairée de ce qui se passe au niveau public, c'est-à-dire dans les organisations que sont les entreprises, les associations, les groupes d'influence, les groupes d'appartenance, etc. Les nations, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau de la société, et où le processus est exactement le même que de personne à personne. Vous voyez, quand une personne pervertit quelqu'un d'autre, ou fait des actes de perversion sur cette personne, la manipule, lui retourne le cerveau, ben c'est exactement la même chose avec les systèmes d'influence, de propagande qui existent dans les sociétés. Donc il n'y a pas à en être effrayé, il y a à le comprendre pour pouvoir justement se défendre et puis aller même au-delà de la simple défense, changer de posture. Donc c'est ce que je propose et c'est le but de mes vidéos. Il ne servira à rien de faire du sensationnel, de dire attention, c'est effrayant, c'est... Voilà. Non, ne soyez pas effrayés, soyez éclairés, conscients et debout. Voilà. À très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.